Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Ravi de vous accueillir dans cette émission où le soleil continue à briller, même après 20h, il faut le dire. Ça fait toujours du bien. Et l'actualité du jour, c'est le projet Pegasus, du nom de ce logiciel israélien qui aurait permis d'espionner des chefs de gouvernement, des dirigeants d'entreprises, des militants et des journalistes dans le monde entier depuis 2016. Un scandale révélé par un consortium de médias internationaux et qui choque même au plus haut niveau de l'Europe. Si c'est avéré, c'est totalement inacceptable et contre tout type de règles. La liberté de la presse est l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Une douzaine d'États, dont l'Inde, le Maroc ou la Hongrie, auraient ainsi mis sous surveillance opposants et dissidents politiques. Alors comment les démocraties peuvent se protéger face à ces dérives? Est-on entré dans une cyberguerre qui ne dit pas son nom? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, il faut le dire, font commerce de chroniques sur la plage 28 minutes, à savoir Paola Poeri et Victor Dequiver. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors, que nous proposez-vous ce soir, Paola? Figurez-vous Jean-Mathieu que Victor et moi, on vous emmène sous l'eau. Oui, Paola a enfin trouvé une solution pour sauver le corail de la grande barrière australienne. Et Victor a enfin trouvé le moyen de se faire beaucoup d'argent en allant piller les épaves de la mer Baltique. Et voilà, quel jeu d'acteur, mais c'est incroyable. Chaque soir, on progresse de plus en plus. Merci, à tout à l'heure. Et j'ai le plaisir, bien sûr, d'avoir à mes côtés Sonia Chironi. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et Vincent Trimolas-Villers. Bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et on va parler, non pas d'un poétiseur, non, ce n'est pas une déclaration de guerre à l'Académie française. Poétiseur, on va rester calme. Poétiseur, c'est ainsi que se définit Oxmo Puccino, musicien, rappeur et aujourd'hui écrivain avec son premier roman conte Les Réveilleurs de Soleil, une fable où une jeune ado refuse de voir le soleil s'éteindre. Oxmo Puccino, à la plume verte, et bonsoir. Bonsoir. À vous, Oxmo Puccino. Bonsoir. Alors, on se dit tout de suite quand on lit ce livre, Les Réveilleurs de Soleil, qui est publié chez Jean-Claude Lattès, finalement, écrire un livre, c'est parce que c'est moins éphémère qu'une chanson de rap? Je me suis rendu compte que écrire un livre m'avait offert le luxe d'offrir un objet qui était parti d'une idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la musique, c'est un peu compliqué d'offrir un disque. On peut offrir la chanson, on peut offrir un concert, mais il n'y a rien qui reste. Et c'est sûr imaginer être lu page par page, c'est un cadeau immense. Oui, d'accord. Et pourtant, les livres peuvent être dématérialisés aussi. On a du mal à passer le pas. Oui, c'est ça. Allez, on va en apprendre un peu plus sur vous quand même, Oxmo Puccino, grâce à votre portrait. Et c'est la règle de 3, et elle est signée Olivier Boucreux. Mali, mots et colère, c'est la règle de 3 d'Oxmo Puccino. Mali, 4 août 1974, naissance du petit Abdoulaye Diarra à Ségou, la ville des Balanzans, arbre mythique de la région auquel il n'aura pas le temps de grimper. Un an plus tard, sa famille s'installe à Paris, non loin des arbres, des Buttes-Chaumont. Père serrurier, mère au foyer, puis aide-soignante qui lui parle parfois bambara à la maison. Devenu Oxmo l'artiste, c'est en français qu'il chante le Mali dans son opéra Puccino, devenu disque d'or en 2006. Je suis né en Afrique noire, malien, je suis bambara, j'ai le gris-gris, jette les courris, j'ai la... Il retournera au pays natal 30 ans après ses premiers pas pour y retrouver des bouts de lui-même. Rap ou chanson pour Oxmo Puccino, peu importe, pourvu qu'il y ait l'ivresse, des mots. Chanter mes textes ou les lire, d'une certaine manière, de toute façon, je les exprime et c'est ce qui compte. Passionné de toutes les musiques, de Maurice Chevalier au Bérurier Noir, en passant par Brel, Goldman ou le jazz, il se reconnaît à 20 ans dans le rap de l'époque. D'abord en groupe, puis en solo, il s'impose grâce à ses mots qui claquent et ses métaphores. Un jour, Tony m'a dit, Ox, t'as trouvé plus de joie dans la tristesse que toi dans la joie. Après 7 albums studio, de nombreuses collaborations, 2 victoires de la musique et un recueil de poèmes, Oxmo Puccino vient d'écrire son premier roman, Les Réveilleurs de Soleil, poussé par le Gaël Faye de Petit Pays. Point de départ de ce conte écolo-philosophique, la rencontre de l'aube et du crépuscule. Premier rappeur à être allé sur le terrain de l'intime, il n'a pourtant pas renié la colère. Il roule en merco de cabriolet, lui. C'est vénère. Le petit Abdoulaye a compris très tôt que, entre conflit d'identité culturelle et inadaptation au système scolaire, rien ne lui serait facile. Dans son pseudo, hommage au gangster italien de Scorsese, on sent à la fois poésie et violence. À bientôt 47 ans, on lui a assigné la place de sage. Il n'en veut pas. Il préfère citer Karl Kraus, satiriste autrichien. Le diable est optimiste s'il croit pouvoir rendre les hommes pires qu'ils ne sont. Karl Kraus, ça peut rendre vénère aussi, c'est ça, Oxmo Puccino.
Juste pour être précis, Olivier Boucreux parlait de votre pseudonyme, Oxmo Puccino. D'où ça vient et pourquoi vous l'avez pris? J'ai pris ce pseudo à l'époque parce que je ne voulais pas de pseudo à message, parce que tous les pseudos étaient à message. Je voulais un nom et un prénom pour marquer une nouvelle identité. Et je voulais pas que ça vienne des États-Unis parce que moi, je voulais quelque chose d'européen. D'accord. Et donc, ça vient Oxmo Puccino, c'est-à-dire? Ça vient de moi, ça veut rien dire du tout. D'accord. Ah oui. Pas de définition. D'accord, très bien. C'est une chose simple. C'est libre à l'imagination. Très bien. Vincent? Oxmo Puccino, donc vous avez 47 ans, c'est-à-dire que vous êtes très jeune, mais que vous n'avez plus 20 ans. Comment vieillit un rappeur? Est-ce qu'il vieillit comme un rocker? Est-ce que la sagesse remplace la colère? Je pense que dans le meilleur des cas, en vieillissant, la sagesse doit prendre de la place parce que sinon, ça peut que mal se passer. C'est-à-dire, en général, on essaie d'aller vers le mieux. Et la sagesse, c'est le seul remède. C'est-à-dire pour pas... Il y a des leçons à tirer des expériences passées. Et je pense que c'est retenir cela qui permet que les choses passent naturellement. Ouais. On connaît un autre rappeur qui a écrit avec aussi succès, qui est Gaël Faye, Oui. Petit Pays. C'est lui qui vous a poussé à aller plus loin et à faire finalement ce roman? Ça a été d'une grande impulsion, oui, parce que on se croise souvent pour prendre le thé, le café, on refait le monde, on le défait aussi. Et il m'avait envoyé son livre avant qu'il sorte. Il m'avait même pas parlé d'être entré en écriture. Il m'a envoyé son livre, je l'ai lu, ça m'a provoqué une explosion. Il est sorti, il a marché, je l'ai revu, et il m'a dit qu'écrire un livre apportait une autre vision totale de l'artiste qu'on pouvait représenter. Et je trouvais ça drôle qu'on puisse voir les différentes facettes qu'on pouvait présenter à travers ces différentes créations. Et je me suis dit que je serais curieux de voir ce que pourrait donner un livre. Et forcément, il m'y a beaucoup poussé. Ouais. Alors justement, Gaël Faye, comme vous, est rappeur, et on va voir avec vous, Sonia, que le rap qui, à vos débuts, était plutôt marginal, eh bien aujourd'hui est devenu carrément le pilier de l'industrie musicale française. Oui, c'est un fait depuis plusieurs années. Déjà, le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée en France, que ce soit en vente de disques ou en écoute sur les plateformes. Les rappeurs français dominent les classements, boostent l'industrie du disque à tel point que certains parlent d'un second âge d'or du rap français, 20 ans après celui que vous avez incarné avec d'autres. Actuellement en tête des ventes avec son 23e album sorti il y a 2 semaines, le rappeur marseillais Jul, 13 doubles disques de platine à son actif. Il se rapproche du record détenu par Johnny Hallyday. Le rap est devenu la nouvelle pop, il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts et de tous les styles, du plus commercial au plus singulier. Et le dernier phénomène en date s'appelle Lelo, un jeune rappeur toulousain à l'univers assez sombre qui vient de sortir lui aussi son 2e album, c'était vendredi, il se classe déjà parmi les meilleures ventes en France. Vous dites au sujet du rap Oxmo Puccino qu'il n'existe pas de courant musical qui parle avec autant de précision du monde dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous? Et quel regard vous portez sur cette nouvelle génération? Plus que jamais, le rap évolue au rythme à laquelle on échange aujourd'hui, à la vitesse à laquelle on consomme les choses, à la vitesse à laquelle on discute. 23 albums en si peu de temps, je ne sais pas s'il y a d'équivalent dans d'autres domaines. Et c'est vrai que les artistes nourrissent leur public quotidiennement. En plus du travail de studio, il y a le travail de réseau. Il y a un lien qui est direct. Et je pense que cette intimité joue aussi dans le succès. Ouais, les artistes généreux sont récompensés surtout par leur public. Alors, et le rap, c'est la course, quoi. Alors le rap, c'est la course, c'est aussi avant tout l'écriture, bien sûr, parce que c'est les mots. Et l'écriture, cette fois-ci, là, vous mettez sur le long format avec Les Réveilleurs de Soleil, l'histoire d'une jeune adolescente qui s'inquiète pour son grand-père et aussi pour le soleil qui est en train de s'éteindre. C'est plutôt un conte qu'un roman, non? Pourquoi vous êtes allé sur le conte? Plus un conte, je pense, plus un conte. Je suis allé sur le conte parce qu'il y a quelque chose d'intemporel. Il y a quelque chose, si on y arrive, d'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on ne vise pas le public précis, on essaie de parler à tout le monde. Et je pense que c'est le format le plus ennuyeux pour faire passer des idées philosophiques. Voilà, une vision sans trop être invasif. Vincent. Dans Les Réveilleurs de Soleil, dans cette idée de réveiller le soleil, on songe au Petit Prince et à ce personnage qui allume et qui éteint les réverbères. Est-ce que ce conte, Le Petit Prince, vous a influencé? Et plus largement, quelles ont été les influences, peut-être les contes que vous entendiez enfant,
qui ont participé à l'écriture et qui sont revenus dans votre esprit quand vous avez écrit ce livre? Moi, je cite toujours en premier les contes de Pierre Gripari. La sorcière de la rue Mouffetard, le placard tous sorcière, prends garde à ton derrière. Voilà. Et lorsque j'ai revisité les livres de Pierre Gripari en me remémorant les lectures que j'avais enfant, j'ai compris pourquoi j'étais parti sur ce format de conte, parce que Pierre Gripari, c'est des contes de fées qui se passent en plein Paris, avec des personnages que vous pouvez rencontrer, qui habitent dans votre immeuble, et il y a ce mélange de féerie et de réalité qui rend la vérité encore plus belle. J'aime beaucoup ça. Il y a L'Alchimiste, bien sûr, de Paulo Coelho, que je conseille à tous ceux qui n'ont pas l'habitude de lire et voudraient aimer la littérature. Voilà, je pense que je n'ai pas échappé à tous les référents qui ont marqué tous les littéraires, les jeunes littéraires. Je lisais une interview de vous, vous êtes une sorte d'ogre de littérature, c'est-à-dire que vous lisez tout le temps, tout ce qui vous tombe sous les yeux. En quoi les lectures de votre enfance ont fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense que c'est de recouper certaines vérités et de s'y reconnaître dedans. C'est ce que j'adore, c'est pour ça que j'aime lire autant de livres différents. C'est parce qu'on trouve la même réponse sous angles différents, qui ne font que confirmer vos intuitions. Et c'est quelque chose qui s'est passé tout au cours de ma vie. C'est-à-dire le sentiment de se sentir plus puissant après avoir fermé la dernière page d'un livre est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure soif que d'étancher sa connaissance. Voilà, c'est une espèce d'amour sans contrepartie. Ouais. Voilà, on lit et ça fera toujours du bien. Voilà, et ça fait du bien aussi de lire justement votre livre. Ça construit, des clés. Ça fait du bien et ça construit aussi de lire votre livre, Les Réveilleurs de Soleil. Merci beaucoup, en tout cas, Oxmo Puccino, d'être passé ce soir par 28 minutes. Votre livre, donc Les Réveilleurs de Soleil, c'est publié chez Jean-Claude Lattès et c'est une bonne lecture aussi pour cet été. Merci, en tout cas. Bien. Place maintenant à notre débat. Ça pourrait être la bande-annonce de la prochaine saison du Bureau des légendes. C'est la réalité du cyberespionnage. Le consortium international de journalistes Forbidden Stories a révélé que depuis 2016, une douzaine de pays utilisaient un logiciel d'espionnage pour écouter des journalistes, des dissidents, des opposants via leur téléphone portable. Alors des pays autoritaires, mais également des démocraties auraient utilisé cette forme de surveillance. Alors comment faire face à cette nouvelle forme d'espionnage? Est-il possible de mieux encadrer la vente de ces logiciels? Pegasus, une exception ou la norme dans un futur de plus en plus technologique? Nous en débattrons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Le phénomène est planétaire. Un espionnage massif a eu lieu à travers le programme Pegasus. C'est une fuite de données explosive. Pegasus. Depuis 2 jours, la révélation de l'utilisation planétaire de ce logiciel espion fait scandale dans le monde entier. Edward Snowden, le mythique lanceur d'alerte américain, a réagi. La seule chose que ces gens vendent, ce sont des virus. Et le fait qu'ils ne le vendent qu'à des gouvernements n'est pas rassurant quand on voit la liste des personnes visées par le programme. Et les cibles de ce logiciel, les voici. Opposants, journalistes, avocats et militants des droits de l'homme. Discret, le mouchard conçu en Israël est capable d'infiltrer les moindres recoins de leur téléphone. Photos, vidéos, SMS, accès aux messageries censées être cryptées, mais aussi activation du micro et de la caméra à distance. C'est l'intimité même des cibles que ce virus fait voler en éclats. C'est une arme extrêmement sophistiquée qui vise à connaître tout de vous, tous vos secrets. Une véritable menace pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Cet outil est vraiment utilisé pour espionner les sociétés civiles et pour faire taire les journalistes, entre autres, ou les militants des droits de l'homme. Parmi les pays friands de cette technologie, des régimes pas vraiment connus pour leur respect des droits de l'homme, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Kazakhstan, le Maroc ou encore le Rwanda. Mais aussi des pays classés comme démocratiques à l'image du Mexique, de l'Inde ou même de la Hongrie. Et comme un scandale n'arrive jamais seul, les États-Unis ont rassemblé hier une large coalition internationale des démocraties pour accuser la Chine de se livrer à des activités de cyberattaque via des hackers privés. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer l'inculpation de 4 ressortissants chinois pour avoir coordonné un complot de plusieurs années, visant à pirater des systèmes informatiques d'entreprises privées, d'universités et d'entités gouvernementales aux États-Unis et dans le monde entier. Alors, les guerres de demain se livreront-elles dans le cyberespace? Face aux attaques et aux logiciels espions, comment les démocraties peuvent-elles protéger nos libertés et contre-attaquer?
Et pour en parler ce soir, eh bien, nous recevons Fabrice Epellouin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, entrepreneur spécialiste de la cybersécurité. Et selon vous, en matière de cyberguerre, les Américains étaient les rois du monde jusqu'en 2018. Et puis d'abord les Russes et maintenant les Chinois les ont rattrapés. Et d'un seul coup, ce qui leur paraissait normal les inquiète. À vos côtés, Laura Kayali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des nouvelles technologies à Politico Europe. Selon vous, la vente et l'achat de ce genre de logiciels espions n'est pas interdit, mais les démocraties devraient imposer un moratoire en fait, sur la commercialisation de ces outils qui donnent accès à tout ce qui se passe dans votre téléphone. Et puis Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur géopolitique à France Inter, également président de Reporters sans frontières. Selon vous, la protection des États démocratiques passera soit par la mise en place de garde-fous, soit par la dissuasion. La France s'est dotée depuis 2 ans d'une stratégie offensive pour pouvoir dire, je cite, « Si vous nous cherchez des noises, nous répliquerons ». Voilà, des noises, hein, c'est bien le mot employé. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Sonia, et la question en 28 secondes. Oui, quelles informations personnelles ce logiciel est-il capable de collecter dans nos téléphones? Laura Kayali, comment est-ce qu'il fonctionne, ce logiciel? Est-ce qu'il peut vraiment accéder à toutes les informations qui sont dans nos téléphones? Il peut accéder à tout. À vos messages, à vos mails, à vos photos, à vos contacts. Et surtout, il peut également accéder à vos messages si votre application est chiffrée. Et donc, en fait, vous n'êtes pas protégé, même si vous utilisez des applications très sécurisées comme Signal. Et il peut également transformer votre téléphone en micro et donc avoir accès à vos conversations dans la vie de tous les jours. Alors, la chose qui est assez étonnante, Fabrice Epellouin, c'est que aussi c'est un logiciel espion qu'on peut installer à distance. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre le smartphone, le téléphone de quelqu'un pour l'installer. Hein. Tout à fait. On peut l'installer à distance et on peut l'installer sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. C'est dans les dernières versions de ce logiciel, à partir de 2019-2020, il était possible, juste sans la moindre intervention, sans que vous ne rendiez compte de quoi que ce soit, d'avoir ce logiciel installé sur votre téléphone. C'est redoutable. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait répondre à un mail frauduleux? Même pas. Même pas. Rien, absolument rien. Juste les premières versions 2015-2016 qui ont été identifiées, il y avait des SMS frauduleux, des mails frauduleux, des choses comme ça. Et à partir de 2018-2019, ils ont mis au point une technique qui permettait de prendre le contrôle de votre téléphone et d'avoir accès à tout ce à quoi vous, en tant que propriétaire du téléphone, vous avez accès, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, ni un clic, ni ouvrir quoi que ce soit. Alors, on va voir avec vous, Vincent, que ce cyberespionnage, ça concerne beaucoup de monde et c'est votre chiffre du jour. Oui, 50 000 numéros, Jean-Mathieu, de téléphone apparaissent sur la liste de cibles de Pegasus. Pierre Aski, dans ces 50 000 noms, il y a des noms illustres, des chefs d'État, des journalistes, des chefs d'entreprise. Mais est-ce que cette technique d'espionnage pourrait concerner tout le monde, le citoyen lambda? Est-ce que c'est une crainte que chaque citoyen doit avoir? Chaque citoyen est déjà espionné d'une certaine manière. Souvenez-vous des révélations d'Edward Snowden en 2013, hein, ça fait un moment, qui montrait qu'on était rentré dans l'ère de la surveillance de masse. Là, on est dans une surveillance ciblée, donc de la part d'États qui cherchent des informations. Donc ils vont le chercher chez les gens qui en produisent et dont ils se méfient. Amis ou ennemis d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est qu'il y a aussi des gouvernements qui espionnent leurs amis, ce qui est une constante aussi de une notion de l'amitié un peu curieuse, mais bon. Oui, tout à fait, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que préparent, et ce que pensent, et ce que complotent vos amis dans certains pays. Mais en tout cas, oui, tout le monde est susceptible d'être ciblé. Mais là, en l'occurrence, cette liste, c'est une liste VIP. Elle est très haut placée. Alors, Laura Kayali, qui a conçu ce logiciel? C'est un groupe israélien, mais qui est-il en fait? C'est un groupe israélien qui s'appelle le NSO Group, qui a conçu ce logiciel qui s'appelle Pegasus. Donc, cette entreprise a été fondée par des anciens du renseignement militaire israélien, et y compris dans les rangs de l'entreprise, ils recrutent beaucoup dans l'armée israélienne. Et donc, en fait, ce logiciel Pegasus, on ne l'a pas découvert ce week-end, en fait. Ça fait 5-6 ans qu'on le connaît, et on a vraiment découvert l'ampleur, en fait, de son utilisation ce week-end. Et pourtant, NSO, eux, ils démentent. Hein. Ils disent c'est pas du tout fait pour ça, c'est une mauvaise interprétation de notre logiciel. Oui, mais ils peuvent dire... Oui, c'est ce qu'ils disent, et c'est comme les Chinois qui disent on n'a pas cyberattaqué. Voilà, c'est le jeu, hein. Ils vont pas dire on est complice. Après, c'est vrai que ce qu'ils disent, c'est on a fait des contrats avec ces gouvernements, et c'est eux qui ont violé les contrats en utilisant ce logiciel à des fins que nous n'avions pas prévues. Non, justement, Fabrice Epellouin, qui peut acheter ce logiciel, et est-ce qu'ils peuvent le faire sans l'accord du gouvernement israélien?
Non. Alors, uniquement des États, toute forme d'agence gouvernementale, la police, la justice, les renseignements, mais il faut que ce soit des États. Et évidemment, ils ne peuvent pas le faire sans le blanc-seing du gouvernement israélien, qui, ceci dit, ne pose pas beaucoup de limites. Les limites du gouvernement israélien, c'est essentiellement les États-Unis et la Russie. Donc, tant qu'on ne va pas chercher des noises sur le territoire américain, sur le territoire russe, le gouvernement israélien... Et pourquoi il ne veut pas le vendre aux États-Unis et à la Russie ? Il ne veut pas le vendre à des gens qui vont s'attaquer aux États-Unis ou à la Russie. Pour des raisons qui sont plus de l'ordre de la géopolitique qu'autre chose, parce que c'est des logiciels qui sont extrêmement intrusifs, parce que c'est des logiciels qui peuvent servir à renverser un État. Il y a déjà visiblement les débuts d'une affaire qui ressemble à ça, parce que c'est des logiciels qui peuvent poser d'énormes problèmes et parce que forcément, il y a une collaboration très étroite entre les services américains et les services israéliens, notamment dans le domaine cyber, et qu'il s'agirait de garder cette relation intacte parce qu'elle est extrêmement précieuse. Alors Pierre, quel est l'intérêt pour le gouvernement israélien de vendre cette technologie, justement ? C'est un instrument d'influence. Si vous regardez les pays dont on parle, l'Arabie saoudite, le Maroc, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, il se trouve que 3 des 4 que je viens de citer viennent de nouer des relations diplomatiques avec Israël. L'Arabie saoudite ne l'a pas fait, mais elle a des relations extrêmement étroites. Donc on voit bien que les services israéliens et NSO, entreprises privées, ont noué des relations avec ces pays avant même qu'il y ait des relations diplomatiques. Donc on voit bien que c'est un outil d'influence. Et il y a même un élément, un détail extraordinaire dans cette histoire. Ce logiciel a servi dans l'affaire Khashoggi. Vous savez, ce journaliste saoudien qui a été assassiné dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul. Ça a servi à quoi, finalement ? Ça a servi à identifier ses contacts avec des dissidents saoudiens. C'est extrêmement documenté, on sait tout là-dessus. NSO a suspendu le contrat avec les Saoudiens après la mort de Khashoggi. C'était trop énorme d'une certaine manière. Le gouvernement israélien a demandé à NSO de le rétablir. C'est donc un instrument de diplomatie, de soft power d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a de l'influence auprès de ces États en leur fournissant ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire une technologie que sans doute il leur faudrait des années pour développer en interne et qui leur permet de rentrer dans la tête de leurs opposants. Oui. Laura Kayali, cet instrument, il est connu maintenant depuis des années. Comment on explique que les messageries dites chiffrées n'aient pas réussi à s'ajuster aux possibilités de Pegasus et à conserver la confidentialité qu'elles promettent ? En fait, NSO Group, vous avez des gens qui, du matin au soir, sont payés pour toute la journée chercher des failles de sécurité. Et donc, en fait, même si vous avez des logiciels qui sont très sécurisés, les logiciels d'Apple, ils sont parmi les plus sécurisés, c'est très difficile de se battre contre ça. Parce que vous avez des gens dont le job toute la journée, c'est de chercher la micro-faille et d'être toujours, comme disait Le Monde ce matin, 5 coups d'avance. Ils avaient 5 coups d'avance, en fait, sur Apple. Et donc, c'est très difficile, même si vous avez des grosses équipes, de tenir le rythme. Est-ce que ce dévoilement d'un mot discrédite et empêchera Pegasus désormais de faire ce travail ? Le fait qu'on connaisse maintenant publiquement ce pouvoir. Alors ça va dépendre de si la communauté internationale se saisit du sujet, si on met en place un moratoire comme le demande Edward Snowden. Ça va dépendre en fait de la réaction des États si on interdit la vente en fait de ce logiciel. Mais interdire Pegasus, c'est pas le bon, mais on imagine qu'il y en a d'autres aussi, logiciels espions. Il y en a d'autres. Pegasus, c'est quand même le nec plus ultra en la matière, mais interdire la vente de ces logiciels est complètement irréaliste. Tous les services de renseignement utilisent ce type de logiciel. Il faut quand même ouvrir les yeux sur le fait que typiquement dans les journalistes espionnés en France, on en a à ce stade, et on est au début de l'affaire, un au Monde dont on n'a pas l'identité mais qui n'a strictement aucun rapport avec le Maroc, qui n'a jamais écrit sur le Maroc, et puis on a Éric Zemmour qui n'a quasiment aucun rapport avec le Maroc. Très clairement, il s'agit plutôt d'accords de coopération entre les services marocains et les services français, parce que la loi interdit aux services français d'espionner des journalistes, des avocats ou quoi que ce soit de ce type-là en France, mais par contre, rien n'interdit au Maroc d'espionner pour le compte de la France et de partager ses renseignements dans le cadre d'un accord de coopération. J'étais sur ce plateau il y a 2 mois pour parler d'une affaire où le Danemark espionnait des hauts fonctionnaires européens pour le compte des États-Unis. Les services fonctionnent sur ce mode de coopération. Donc,
il faut aussi ouvrir les yeux sur le fait qu'on a aujourd'hui quelques méchantes dictatures et semi-démocraties qui se sont fait attraper à espionner, mais la réalité, c'est que derrière, on a tout un cadre de coopération internationale qui font que ces logiciels sont utilisés aussi bien par des gentilles démocraties que des méchantes dictatures. Ça ne va pas être interdit si tôt. Alors, ce cyberespionnage, on le voit, c'est une réalité désormais presque quotidienne. Il y a cette affaire Pegasus, mais il y a aussi d'autres affaires, et c'était le cas hier, on en a parlé aux États-Unis. Oui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a annoncé la création d'une coalition contre les cyberattaques menées par la Chine. On la regarde. Aujourd'hui, un groupe sans précédent d'alliés et partenaires, dont l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'OTAN se joignent aux États-Unis pour exposer et critiquer les cyberactivités malveillantes du ministère chinois de la Sécurité d'État. Et c'est la première fois que l'OTAN condamne les cyberactivités de la Chine. Pierre Aski, habituellement en France, on associe plutôt la Russie aux cyberattaques, pas la Chine. Alors la Chine a beaucoup progressé ces dernières années et est devenue un acteur majeur du cyberespionnage, mais aussi de cyberattaques. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire américaine, c'est que à la fois il y a ce que font les Américains depuis des mois, ça a commencé avec Trump, ça continue avec Biden, c'est-à-dire une coalition contre la Chine pour bloquer l'essor de la Chine. Et puis il y a ce qui se passe et ce que sont en train de mettre en place les Américains sur le cybermonde. On a vu l'autre jour, il y a 2 mois, Biden avec Poutine à Genève. Il lui a remis une liste de 16 secteurs en disant, voilà, vous touchez à l'un de ces secteurs, on fera la même chose chez vous. Et là, en faisant du naming and shaming, c'est-à-dire on cite et on met le projecteur sur le coupable, on fait la même chose avec les Chinois. Et on leur dit, en gros, c'est fini, la ligne rouge est là, et on rentre dans une ère on essaye en tout cas, de rentrer dans une ère de dissuasion. Et c'est un petit peu ce qui s'était passé avec le nucléaire, qui est peut-être plus facile d'une certaine manière, parce qu'on sait d'où part le missile et on sait qui dispose quel est l'ennemi. Sur le cyber, c'est plus compliqué parce que l'attribution est une chose extrêmement compliquée. Mais en tout cas, on essaye de mettre en place dans un système qui n'a pas de règles, il n'y a pas de loi de la guerre, il y a des lois de la guerre dans tous les autres domaines. Le cyber ou l'espace n'ont pas de régulation. Et donc les Américains essayent de créer un rapport de force pour négocier ces règles de la cyberguerre. Alors, on va voir justement que ce que vous dites, Pierre, ce qui n'est pas nouveau, et on va prendre pour ça notre archive du jour qui nous ramène en 1998. En avril de cette année, l'Union européenne découvre qu'elle est espionnée par ses alliés, notamment américains. Le système Échelon ne consistait pas vraiment à prendre des nouvelles de ses meilleurs amis, mais plutôt à découvrir les secrets industriels du vieux continent. On ne se méfie jamais assez de ses vieux copains. Un document confidentiel révèle que tous les mois, des millions de communications téléphoniques, fax ou téléx sont décryptées par un gigantesque système d'écoute baptisé le réseau Échelon. Cette grosse boule pointée vers un satellite. Même chose ici, ou encore là. Elles sont des centaines de par le monde et appartiennent à un organisme d'espionnage américain, la NSA. 80 000 personnes, le plus grand parc du monde de superordinateurs, un service ultra secret dont les bases sont dispersées sur toute la planète, quelquefois à l'insu des pays d'accueil. Grâce à cette gigantesque installation, toutes les communications par téléphone, fax, courrier électronique sont interceptées. Ce système vient d'être dénoncé dans ce rapport de la communauté européenne. Nom de code, Échelon. Envoyer un document par télécopie, c'est comme envoyer une enveloppe, un document sans enveloppe. Le document circule et si quelqu'un peut le prendre, il peut le lire. Et tout ça, je pense que ça se pratique dans toutes les entreprises privées et probablement publiques. Voilà, ça, nous étions en 1998, Laura Kayali. En quoi c'est différent finalement un espionnage d'un pays, de la part d'un pays démocratique qu'une dictature ? Alors ça, c'est la question à 1 million. On pourrait dire qu'un pays démocratique, il y a un système de justice qui serait plus... Je vois que vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que ce qu'avait montré Edward Snowden en 2013, c'est que les États-Unis avaient fait la même chose. Ils avaient espionné Angela Merkel avec l'aide du Danemark. Et ce qu'on voit aussi dans ce scandale Pegasus, c'est que la Hongrie, qui est un pays de l'Union européenne, a utilisé également ce logiciel. Et ce qui est assez ironique, c'est que l'Union européenne, il y a
6 mois à valider une loi de limitation assez légère de ce type de logiciel. Et en fait, un pays qui l'a voté est en train de l'utiliser. Donc c'est sûr que ça pose beaucoup de questions. Et on vient d'apprendre, en effet, Fabrice Eboué, que donc, le Maroc, pays ami, aurait espionné donc, Emmanuel Macron. Les États-Unis, pays ami, a également espionné à l'époque François Hollande et Angela Merkel. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et ça ne va pas empêcher le Maroc de collaborer sur d'autres aspects avec les renseignements. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à croire à la coalition contre les cyberattaques La coalition chinoises, est un fantasme. Les coalitions d'espions, ça existe ? Ne serait-ce qu'au niveau européen, la cybersécurité au niveau européen, c'est un fantasme. Rappelez-vous, le Danemark espionnait pour le compte des États-Unis des hauts fonctionnaires français. Il y a quelques années, c'est l'Allemagne qui espionnait pour le compte des États-Unis des secrets industriels d'Airbus. Enfin, c'est totalement fantasmagorique. L'idée d'une Europe de la défense est fantasmagorique déjà, mais alors de la cyberdéfense, c'est encore plus. Ça n'arrivera pas. Alors, on parlait de la France à l'instant, et avec vous, Sonia, on va voir que Israël n'a pas le monopole de la vente d'outils de surveillance numérique en la matière, puisque des entreprises françaises ont même récemment été mis en cause. Oui, c'était le mois dernier. 4 dirigeants d'entreprises françaises, Amesis et Nexa Technologies, ont été mis en examen, notamment pour complicité d'actes de torture. 2 informations judiciaires distinctes ont été ouvertes suite à des plaintes de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, et de la Ligue des droits de l'homme. La première vise la vente en 2007 et en 2011 au régime de Mouammar Kadhafi d'un programme de cybersurveillance baptisé Eagle. À l'époque, la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait entamé un rapprochement diplomatique avec la Libye de Kadhafi. La société française Amesis est donc accusée d'avoir fourni en toute connaissance de cause du matériel à l'État libyen qu'il a utilisé pour repérer des opposants puis les arrêter et les torturer. L'affaire avait éclaté en 2011 en plein printemps arabe suite à des révélations du Wall Street Journal. 3 ans plus tard, Amesis a changé de nom et d'actionnaire. Ses anciens dirigeants fondent Nexa Technologies et proposent désormais leur service à une autre dictature de la région, l'Égypte, du maréchal Al-Sisi. Un contrat de vente portant sur un logiciel d'écoute est signé en 2014, officiellement pour lutter contre le terrorisme islamiste, mais il aurait aussi été utilisé pour traquer là aussi des opposants. Dans le cadre de cette 2e instruction, les juges du pôle chargé des crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris enquêtent également sur des faits de vente de technologies de surveillance à l'Arabie Saoudite. Pierre Aski, finalement, on n'est pas très bien placé pour donner des leçons. Mais personne n'est bien placé pour donner des leçons. On est dans le règne de l'hypocrisie absolue. Il se trouve que Pegasus, c'est comme disait Fabrice, c'est le nec plus ultra. Donc c'est le meilleur, le plus intrusif, le plus perfectionné, mais que tout le monde est dans ce business, si je peux permettre. Et en plus, on ne sait pas et on ne parle pas de ce que font les Chinois ou les Russes en matière d'intrusion, d'espionnage ciblé de cette manière. Avec leurs propres outils. Donc là, avec leurs propres outils, évidemment. Et on voit très bien d'ailleurs que Pegasus n'est pas vendu en Asie. Et on peut pas, à part l'Inde, on ne peut pas imaginer que l'Asie ne s'intéresse pas à ce que font ses opposants ou ses avocats. Donc il y a la problématique, elle est aujourd'hui mondiale, elle est comment arriver à réguler, si tant est que ça soit même envisageable, un secteur qui a explosé. Le seul moyen, et c'est un peu ce que dit Edward Snowden dans son interview à plusieurs journaux ces derniers jours, c'est aussi que les opinions publiques s'en emparent. C'est qu'il y a un moment... qu'on ait peut-être un peu un ras-le-bol de voir que ce qu'on a dans la poche est transparent et que tous nos secrets personnels, qu'ils soient politiques ou privés, sont à la disposition de ceux qui en ont les moyens et qui ont payé cher pour les avoir. Alors, Akali, c'est-à-dire qu'on fait trop confiance à la technologie ? C'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'elle peut nous faire aussi du mal, finalement, cette technologie ? Je pense que les gens ont quand même réalisé avec le scandale Cambridge Analytica, il y a quand même... Pendant l'élection américaine Facebook. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience sur l'aspect peut-être plus commercial, entre guillemets, de la surveillance, les données pour nous vendre des choses. Et peut-être que ce qui manque, effectivement, c'est de se rendre compte que les gouvernements et les services de renseignement aspirent autant de données, oui. Mais à vous entendre, Fabrice Eboué, on a l'impression que la confidentialité politique, et donc militaire et de renseignement, est quasiment devenue impossible. Hors d'homme à homme, mais par les machines. Politique, si on suit quelques règles de sécurité, typiquement l'affaire qui a touché Macron, hier Hollande ou Angela Merkel ne pourrait très difficilement arriver au président américain. Parce que le président américain, on lui impose un téléphone qui est extrêmement bridé et il n'a pas le choix. On lui impose sa sécurité, il n'a pas le choix. Le président français choisit et décide. Et donc lui va arborer fièrement sur sa photo officielle 2 iPhones. À partir de là,
on ne peut pas faire grand-chose. Et donc forcément, c'est une cible. Aller faire la même chose auprès du président américain, ça, c'est un sacré challenge. Mais on n'a pas les mêmes règles de sécurité, on n'a pas les mêmes usages, et surtout, les Américains sont infiniment mieux placés pour savoir à quel point tout ça est dangereux, vu que c'est la principale force offensive de la planète. Très loin devant les Russes, les Chinois ou qui que ce soit d'autre. Eh bien, on continuera, j'imagine, à en parler, puisque ça va feuilletonner pendant tout l'été autour de cette affaire Pegasus. Merci en tout cas à vous trois d'être passés par 26 minutes ce soir. À suivre, un moment fraîcheur, voilà, plutôt bienvenu, vous sera proposé par Paola Poeri et Victor Dequiver, puisque nous irons faire du tourisme dans les épaves de la Baltique, et eh bien, nous irons plonger pour prendre soin de la grande barrière de corail. Mais juste avant, il est l'heure de retrouver Mathieu Conquet. À la manière d'un aventurier défrichant la jungle musicale, il met chaque jour un grand tube à l'honneur. Aujourd'hui, dans À la loupe, on parle fin du rêve américain, guitare acoustique et feu de camp qui crépite avec brochette de marshmallow. Paul Simon, American Tune. À la loupe aujourd'hui, une chanson politique à double fond, American Tune. And I don't know a soul who's not been battered. En 1981, Paul Simon et Art Garfunkel donnent un concert de charité à New York. Le désormais célèbre Concert in Central Park réunit plus de 500 000 personnes, mais aussi les morceaux les plus célèbres du duo. Sur le son du silence. Hello, darkness, my old friend. Ou encore une histoire de femme mûre qui craque pour un lauréat. Une autre chanson ce soir-là retient particulièrement l'attention du public aux États-Unis, American Tune. Composée par Paul Simon quelques années plus tôt, celle-ci est devenue l'un des titres phares de son répertoire. Many's the time I've been mistaken. Elle explore les rêves brisés, les ambitions trahies, et en évoquant les premiers colons du Mayflower, bouscule le mythe fondateur de l'Amérique. Grand parolier et compositeur populaire, Paul Simon s'est toujours défendu d'écrire des chansons engagées. C'est cette exception qui distingue American Tune. Écrite en pleine guerre du Vietnam alors que le scandale du Watergate frappe le président Nixon, c'est selon Paul Simon sa véritable impeachment song, sa chanson de destitution. Une chanson réactivée en 2019 lorsqu'aux États-Unis il sera à nouveau question de l'empêchement d'un autre président, Donald Trump. Si les paroles de Paul Simon transportent jusqu'au plus profond de l'idéal américain, c'est par la grâce d'une mélodie venue de la vieille Europe. Tout vient en effet d'un air ancien de la Renaissance, repris notamment chez Jean-Sébastien Bach. Many's the time I've been mistaken. Une chanson politique donc à écouter religieusement. Et voilà, avec beaucoup de douceur. Merci Mathieu Conquet. Et bonjour à vous, Paola Poeri et Victor Dequiver. Bonjour Jean-Mathieu. Tout va bien? Oui, tout va bien, ça Bon, va. eh bien, on commence avec vous, Paola, comme tous les soirs d'ailleurs. Et ce soir, vous nous emmenez en Australie, qui est en train d'ailleurs de perdre, c'est terrible, l'un de ses patrimoines les plus chers. Oui, la Grande Barrière de Corail, considérée comme l'une des 7 merveilles naturelles au monde. Regardez, 2600 km d'îles, de récifs qui abritent les plus beaux poissons tropicaux et plus de 700 espèces de coraux. C'est un trésor de biodiversité essentiel à la protection des côtes qui fait le bonheur des scientifiques et surtout des millions de touristes, mais peut-être plus pour longtemps. Car le réchauffement du climat provoque celui de l'eau qui entraîne le blanchiment et le dépérissement des coraux. Depuis 1995, la moitié a disparu au point que l'UNESCO menace d'inscrire la Grande Barrière sur la liste des sites en péril. Donc on imagine que l'Australie est en train de redouter ce déclassement. Tout à fait, ça serait une gifle pour le pays. Alors le gouvernement a lancé un appel aux chercheurs du monde entier avec 2 millions de dollars à la clé pour sauver le site. C'est la grande foire aux idées et souvent vous allez voir que les solutions les plus simples s'avèrent les meilleures. Alors,
concrètement, si le problème, c'est l'eau chaude qui tue les coraux, pourquoi ne pas déverser de l'eau froide, tout simplement? C'est vrai que ça tombe sous le sens. Des scientifiques ont donc eu l'idée de pomper l'eau glaciale des profondeurs vers la surface pour faire baisser la température. Autre idée folle. Alors, on oublie parfois, mais le corail, malgré ses apparences minérales, c'est un animal qui se reproduit donc naturellement quand tout va bien. Mais quand ça va mal, comment repeupler un récif? Eh bien, grâce à la fécondation in vitro, là aussi, évidemment. À la période de reproduction des coraux, des scientifiques ont eu l'idée de capturer leurs semences. Ils élèvent ensuite des millions de larves dans des piscines et les relâchent dans des récifs dégradés. On voit déjà les premiers résultats. Bon, donc finalement, il y a de l'espoir pour cette grande barrière. Tout à fait. Et je vais d'ailleurs terminer avec la plus jolie lueur, Jean-Mathieu, une découverte scientifique hallucinante. Alors, pour attirer les poissons sur des rochers coralliens endommagés, il suffit de diffuser la bande-son d'un récif en bonne santé. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, vous mixez des bruissements de crevettes, des homards, des claquements de nageoires, et ça donne ça. Écoutez, voilà. Une symphonie aquatique. C'est pas mal. Un paysage sonore attrayant et rassurant pour les poissons. Alors les chercheurs ont diffusé ce piège acoustique le long des parties dégradées de la Grande Barrière. Et figurez-vous que la biodiversité a augmenté de 50%. Comme quoi, la musique adoucit aussi les mers. Et oui, merci beaucoup Paola. En tout cas, on cherchait encore le tube de l'été. Vous nous l'avez montré. Bon, un peu moins dansant, mais on va s'en sortir. Eh bien, avec vous, Victor, on continue d'explorer les fonds marins, je crois. Alors là, c'est pas la Grande Barrière de Corail. On va un peu plus au nord. Vous évoquez un loisir totalement illégal, mais florissant, il faut bien le dire, la plongée sur épave. Oui, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher des trésors enfouis au fond des mers. C'est le journal allemand qui nous apprend ça, Der Spiegel. Des clubs de plongée proposent de plus en plus d'expéditions de fouilles sous-marines dans des épaves de bateaux nazis. Ces activités sont pourtant parfaitement illégales et pour cause, les comportements de ces plongeurs laissent souvent à désirer. D'abord parce qu'ils profanent les sépultures, ils n'hésitent pas à prendre des selfies avec des restes humains, à jouer avec des crânes pour faire peur à leurs camarades, et puis aussi parce que ces expéditions menacent la conservation des épaves qui constituent de véritables monuments historiques, riches d'informations sur les pratiques, les échanges et les guerres des civilisations passées. Alors pour les autorités, lutter contre ces pratiques devient un casse-tête. Si on prend par exemple les navires allemands qui ont coulé dans la mer Baltique pendant la Seconde Guerre mondiale, ils appartiennent à l'Allemagne, peu importe où ils se trouvent en fait dans le monde. C'est donc théoriquement à eux d'empêcher la profanation de ces vestiges. Impossible pour autant de surveiller des milliers de kilomètres cubes d'eau. Difficile aussi de mettre en sécurité les pièces précieuses des navires, déjà parce qu'il en reste encore beaucoup à découvrir, ensuite parce que compte tenu du milieu aquatique dans lequel elles baignent, depuis des décennies, voire des siècles, elles pourraient se dissoudre si elles étaient exhumées. Alors, certains ont réussi, pourtant, en 2007, les Chinois ont construit un conteneur titanesque pour émerger un bateau traditionnel du XIIIe siècle. Regardez une jonque de 35 mètres de long enfouie à 23 mètres de profondeur. Il a fallu 6 ans pour dégager le vaisseau de la vase et découvrir en public des milliers de porcelaines précieuses. Le bateau et sa cargaison sont désormais exposés dans un musée bien au sec. Eh bien, merci. En tout cas, Victor, je vous sentais moyennement tenté, Sonia, en tout cas, par le tourisme en épave. Préfère la barrière de corail. Ouais. Allez, en tout cas, merci beaucoup, mes amis. Dans un instant, sur Arte, Covid-19, la course au vaccin. Alors, documentaire exceptionnel sur cette bataille scientifique inédite, racontée de l'intérieur pour trouver des vaccins contre le coronavirus en un temps record. Et on se quitte en musique avec un clin d'œil à notre premier invité, Oxmo Puccino, en duo avec Orelsan. My Life, nous on se retrouve demain à 20h05. Tchuss. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins, trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau.